Bonsoir à tous. Merci Stéphane et merci au Centre de la photographie pour l'invitation. Je m'introduis brièvement dans cette conférence. Moi et Michael, on se passe la parole pour essayer de vous faire comprendre la façon où on a essayé de faire une expérience ensemble, même si on vient de deux univers complètement différents. Comme Stéphane a justement introduit, mon travail se base sur l'analyse, sur la récupération, la remise en contexte des images. J'aimerais essayer d'offrir ce soir quelques réflexions très simples découlant d'une pratique artistique qui utilise les images comme matière première. J'utilise la photographie analogique parce qu'elle possède un corps physique, un support. Et il est important pour moi de manipuler les images. Je cherche, je regroupe, j'ordonne, je classe et puis j'attends. Et je tente de donner une nouvelle vie aux photographies que je collectionne. Je me pose continuellement la question sur la nature du matériau que je récolte, qui n'est pas un matériau d'auteur, comme Stéphane disait. Il ne s'agit pas de photographies artistiques, mais dans la plupart des cas, plutôt d'images prises dans un but social, quel qu'il soit. J'essaie d'être objective dans mon travail. Cela pourtant a sans cesse trait à l'interprétation. Il est impossible de comprendre les dynamiques internes de ces images de manière univoque. Chaque image ou groupe d'images demande une attention différente. Elles ne peuvent pas être traitées tous de la même manière. Ce serait manquer de respect à la nature particulière de chacune. C'est pour ça que je vais vous montrer quelques exemples ce soir de traduction que j'ai appliquées à certaines images. Donc, brièvement, je vous raconte que j'ai rencontré Michael en 2015, je crois, à travers une amie qui s'occupait à l'époque du programme artistique à l'intérieur du CERN. Je l'avais contacté à Stockholm en lui demandant s'il était vrai que la photo analogique était encore utilisée au CERN pour des recherches d'avant-garde. Elle m'avait dit que oui et qu'elle allait me mettre en contact dans une brève résidence au CERN avec les personnes, les physiciens qui s'occupaient de visualisation. Et quand j'ai rencontré Michael, j'étais tout de suite frappée par le fait qu'il utilise vraiment l'émulsion argentique à laquelle j'étais tellement intéressée parce qu'elle est la base des recherches, disons, sur la visualisation des images dans le XIXe siècle. Je me demandais comment il était possible qu'encore aujourd'hui, dans l'ère du digital, l'analogique est présente dans la science et pourquoi. Et les raisons que Michael va expliquer ce soir sont les plus inattendues, les plus merveilleuses, c'est-à-dire elles changent complètement la perception qu'on a d'une image classique. Il faut transformer la conception qu'on a de l'image pour pouvoir visualiser l'antimatière. Et bon, je passe la parole tout de suite à Michael qui va introduire son argument et on va se passer la parole pendant la conférence. Ok, donc je vais vite parler de ce que c'est que de percevoir avant de parler de la photographie proprement parler, et aussi de voir un peu les limitations de notre appareil
plus simple, c'est d'avoir une image déjà du processus de perception qui est, enfin, de la perception visuelle, qui est que pour pouvoir voir quelque chose, il faut déjà que ce soit une interaction avec de la lumière avec quelque chose, ou de la lumière elle-même, qui est absorbée et qui est prise en compte par l'appareil oculaire, qui lui ensuite transmettra le signal au cerveau, qui va l'interpréter, modifier, probablement mal comprendre la réalité. Donc déjà, du point de vue de la perception, on a une vision déformée de la réalité, imitée de la réalité, et c'est encore pire parce que d'une certaine manière, notre appareil visuel ne peut fonctionner que dans la petite fenêtre électromagnétique à laquelle elle a été adaptée par l'évolution. C'est cette petite fenêtre qui correspond à la bande optique au milieu, entre l'infrarouge à gauche et l'ultraviolet à droite, et c'est tout simplement la fenêtre où l'atmosphère est transparente. En dehors de cette fenêtre, là où il y a ces monts blancs à gauche et à droite, c'est en fait le coefficient d'absorption de la lumière qui a cette couleur-là par l'atmosphère. Ce qui veut dire que dans l'ultraviolet, dans les rayons X, dans les rayons gamma, mais aussi de l'autre côté, du côté de l'infrarouge, des ondes des micro-ondes, et dans les ondes radio, l'atmosphère est opaque. On ne peut pas voir à travers, on peut voir que cette petite fenêtre, et c'est ce qui définit notre appareil perceptif. Nous ne pouvons voir que ce qu'il y a dans cette petite fenêtre. Et si on veut aller au-delà, il faut des méthodes artificielles qui ont été développées évidemment avec le temps. On ne peut pas voir avec les yeux, par contre, on peut voir avec la technologie qui permet d'imager ce qui se passe en dehors de notre bande visuelle. Imager pour faire des photos, mais ce sont des photos qui sont artificielles. Donc il y a une part d'interprétation, il y a une part d'artifice dans tout ce qui est imagerie, rayons X, rayons gamma, UV, infrarouge. Et je vais vous montrer quelques images qui viennent de ces bandes-là. Et ce que vous voyez, ce ne sont pas des photos, ce sont des images travaillées, mais qui, pour nous, ressemblent tellement à des photos qu'on a de la peine à les séparer de ça. Donc, par exemple, ça c'est une image du ciel prise par le télescope Hubble. C'est une image magnifique, mais elle est complètement invisible, enfin pas complètement invisible, mais presque complètement invisible depuis le sol. Il faut aller au-dessus de l'atmosphère pour avoir un spectre aussi large de couleurs, et surtout pour avoir un spectre aussi loin. Ce que nous voyons ici, c'est à peu près 10 milliards d'années-lumière. Chaque point là-dedans est une galaxie consistant de centaines de milliards d'étoiles, dont la lumière a mis 10 milliards d'années pour venir ici, et où un seul photon peut-être, par heure ou par journée, vient s'accumuler. Donc pour nous, notre œil, c'est complètement invisible. Avec l'artifice d'un télescope au-dessus de l'atmosphère, on a quelque chose qu'on verrait si on avait le temps et l'atmosphère pour respirer. Mais ce n'est pas tout. En fait, cette image, c'est la même que là, c'est la Voie lactée, on voit bien la Voie lactée dans la bande optique, et je peux aller en dehors de cette bande optique. La bande optique que nous utilisons pour les photos analogiques correspond à cette petite fenêtre, mais je peux aussi aller à des énergies beaucoup plus élevées, des photons de la couleur qui va au-delà, qui viennent tout à droite des rayons gamma, et c'est tout autant une photographie comme celle que vous venez de voir avant de la Voie lactée, mais cette fois-ci dans les rayons gamma. Les couleurs qui sont là sont des couleurs complètement artificielles, ce ne sont pas les couleurs que vous verriez avec vos yeux, même si vous étiez au-dessus de l'atmosphère. Mais l'image est une image photographique d'une certaine manière, parce qu'elle a la même résolution. C'est ce qu'on pouvait voir si on avait des capteurs correspondants. De l'autre côté du spectre, dans l'infrarouge, c'est la même chose. On n'a pas les yeux pour voir les rayons, les micro-ondes, mais si on avait ces yeux-là, qui seraient des yeux larges comme ça, on pourrait voir ce spectre-là qui correspond à l'image du ciel dans les couleurs infrarouges, dans les couleurs micro-ondes. Et on a de la peine à se représenter ça comme image réelle. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air si on avait les yeux pour voir dans ces couleurs-là. Vous connaissez peut-être cet objet architectural. Maintenant, ce que vous verriez si vous aviez les yeux pour le voir, ce serait ça. C'est ça l'image qu'on peut voir du ciel dans les micro-ondes superposés à l'image du CERN, du globe du CERN. Et c'est une photo d'une certaine manière. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces images, ces photographies analogiques ou digitales ne sont que potentiellement visibles. On ne peut pas les voir quand même. Et la plus grande partie de l'univers est invisible.
non seulement à cause des longueurs d'onde que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais en plus qu'il y a des parties de l'univers qui restent invisibles parce qu'elles n'émettent pas de lumière et ne produisent pas de lumière. Et ces parties de l'univers sont soit des particules qui sont émises à la place de la lumière, soit des choses qu'on appelle matière sombre, énergie sombre, qui n'interagissent absolument pas avec la lumière. Donc on va essayer de s'approcher de cet invisible maintenant grâce à des techniques photographiques. Et les premières techniques photographiques qui ont été inventées sont celles-ci, où vous voyez, c'est une image de 1896, la première photo prise par Henri Becquerel de la radioactivité. La radioactivité, ce sont des particules qui passent à travers la plaque photographique, sauf là où elles sont arrêtées par un objet massif que vous voyez en bas à droite, c'est la croix. Une croix qu'il a posée au-dessus de la plaque photographique, en dessous de la source radioactive. Et donc, il a créé une ombre photographique dans la couleur particule qui laisse une ombre sur cette plaque. Et on peut aller plus loin avec cette technique qui était appliquée à ce moment-là pour aller vraiment visualiser ces particules qui passent à travers les plaques photographiques et là où elles passent, les noircissent. Donc chacun de ces cheveux que vous voyez sortir de cette boule, c'est en fait une particule qui vient d'une source radioactive, qui passe à travers une plaque photographique et qui la noircit là où elle passe. Et on peut mesurer les caractéristiques de ces particules complètement invisibles à l'œil grâce aux plaques photographiques. La première fois que ces plaques ont été utilisées pour non seulement regarder la radioactivité, mais vraiment regarder le rayonnement en particules venant du ciel, ça a été en décembre 1937 par Marietta Blau, qui a été la première à développer une plaque photographique suffisamment sensible pour qu'elle puisse voir le passage d'une seule particule. Les cheveux noirs que vous avez vu avant, ce sont des millions de particules qui passent. Mais voir une seule particule est extrêmement difficile. Elle a réussi son coup en travaillant sur la composition de la plaque photographique. Et vous voyez là une trace d'une particule. Et plus est la première preuve de la fragmentation nucléaire. La première fois qu'un noyau a été fragmenté, montrant à ce moment-là la possibilité d'énergie nucléaire et de bombes atomiques. C'est sur cette photo-là qu'on le voit que c'est possible. Alors, je vais introduire un thème qui m'est très cher et que j'ai abordé en 2014 en rencontrant les célèbres photos de Félix Nadar. C'est des photos réalisées en 1893 avec l'aide d'un ingénieur. C'est des prototypes d'hélicoptères qui a réalisé M. Ponton d'Amour. Parce que Nadar était obsessionné par deux passions, disons, la photographie et le vol aérostatique. Mais il était très frustré du fait que l'aérostat était soumis au courant d'air. Donc il a demandé à son ami ingénieur de dessiner des prototypes de petits moteurs qui pouvaient conduire l'aérostat où il voulait. J'ai rencontré ces photos au musée Carnavalet à Paris. Elles sont très intéressantes de mon point de vue parce qu'elles n'ont pas de référence d'échelle. Elles ont ce fond neutre, donc on ne comprend pas vraiment, si on les regarde, la dimension, les matériaux réels, quelle est la forme réelle tridimensionnelle. Donc, cela m'a donné beaucoup envie d'essayer de le reconstruire, en sachant que si j'allais les reconstruire en me basant sur des images photographiques, j'aurais dû inventer les choses. Donc, j'ai voulu les reconstruire en forme de sculpture. Ça, c'est le résultat. Le résultat pris photographiquement du même point de vue que Nadar. Donc, disons que c'est un point de vue très limité. Tandis que si vous le regardez
en 3 dimensions, le travail se présente plutôt comme ça. Et donc le travail s'appelle Pour commander à l'air, et c'est un impératif que Nader même il avait écrit, être plus fort, plus lourd que l'air pour commander à l'air. C'était son motto, disons. Dans une expo successive, je montrais les photos des sculptures, non plus les sculptures vraiment. Et la prise de vue étant frontale, comme vous l'avez vu avant, imitant celle originelle de Nader. Mais je voulus parcourir le chemin de Nader à l'envers. Et le résultat n'est pas tout à fait le même, parce que naturellement c'est un chemin à rebours. Et donc c'est très difficile de reconstruire une image tridimensionnelle en retournant aux 2 dimensions. Disons que cela montre beaucoup le limite spatial et visuel du cadre photographique, un limite duquel Nader même il était très conscient, tandis qu'il a réalisé ce très très fameux autoportrait en tournant, qui a l'air ironique de dire « Je sais bien que cette passion en moi, elle a des grosses limites. » Si on regarde sur Internet, on trouve, on trouve un GIF animé de cet autoportrait en tournant. Ça me donne toujours l'air d'avoir une très proche relation avec la sculpture, avec les artistes qui l'aimaient. Et aussi, comme je dis, l'idée de essayer de passer les limites d'une chose qu'il aimait beaucoup, mais qu'il voyait comme très statique, disons. Dans ce sens, Michael va expliquer des choses très intéressantes aussi. Donc avant de passer à la 3-dimensionnalité qui est indiquée en quelque sorte ici et qui va faire partie de la discussion sur l'antimatière, sur la photographie d'antimatière, je vais d'abord passer à l'imagerie par distorsion d'un champ, par une imagerie indirecte. Je reviens à la même photo que je vous avais montrée tout à l'heure. C'est une photo iconique, une image iconique, parce qu'elle permet pour la première fois en 2013 de mesurer la température de l'univers et les variations de température de l'univers. Donc chaque point là-dedans qui est bleu est un peu plus froid, chaque point rouge est un peu plus chaud que le reste de l'univers, à un centième de millième de degré. C'est vraiment des variations très très petites de température, mais on peut analyser cette image sous forme d'onde. Imaginez que ce soit une surface d'un lac, d'un étang, et que je regarde s'il y a des vagues plus élevées, plus petites, et je regarde combien il y a de vagues qui sont très grandes, combien il y a de vagues plus petites, et quelle est la distance entre ces différentes vagues. Donc on analyse cette surface qui représente la surface du globe dans lequel nous sommes, du globe de l'univers, sous forme mathématique. Mathématiquement, décomposer cette image en wavelets, ce qui est le même procédé qui est utilisé pour décomposer une image en JPEG. On la décompose mathématiquement en image plus simple pour essayer de la comprimer. Et là, c'est le processus inverse, en quelque sorte. On extrait de l'information de l'image pour savoir quelles sont les composantes principales de cette image. Et ces composantes principales, c'est un modèle particulier. Vous voyez les points qui sont les points donnés, mesurés de l'image. La courbe est la meilleure approximation par un modèle de la distribution mesurée. À droite, vous voyez les variations de ces paramètres par rapport aux données pour donner une idée de quel est le degré dans lequel les données limitent les possibilités de données. Ces données, vous voyez là, c'est l'âge de l'univers. C'est la durée que la lumière a mise avant de diffuser depuis le Big Bang jusqu'au moment où l'univers est devenu transparent. C'est la part
de matière sombre, c'est la part d'énergie sombre, c'est la part de matière qu'il y a dans l'univers. Ce sont des paramètres fondamentaux de l'univers, et l'image que je vous ai montrée limite le degré, la bande dans laquelle ces paramètres peuvent varier. La conclusion de cette analyse de cette image, c'est que l'univers est composé à 95% d'énergie sombre, dont on ne sait rien, on n'a aucune idée de ce que c'est, mais c'est un des ingrédients, de matière sombre à 20%, dont on ne sait pas si ce sont des particules ou des modèles théoriques qui sont incomplets, et seulement de 4% de matière normale qui nous compose, qui compose le Soleil, qui compose les galaxies, les amas de galaxies. Et si le modèle était la seule chose qui nous permettrait de voir ces aspects-là, on aurait la peine à le croire. C'est une question de conviction et de croyance. Donc il faut absolument des preuves indirectes ou directes de l'existence de ces objets-là, de la matière sombre, de la matière de l'énergie sombre. Et un moyen de se convaincre que ces objets-là existent, que ces aspects-là existent, c'est de prendre la lumière d'une étoile ou d'une galaxie qui va être déformée par la gravitation d'une distribution de masse entre elle et nous, et par cette distorsion gravitationnelle va former une lentille gravitationnelle, comme on forme des lentilles pour la lumière. Et ce que ça va faire, c'est que nous allons pouvoir voir cette galaxie qui est très lointaine, parce que sa lumière aura été amplifiée par cette lentille, comme dans un appareil photographique. C'est absolument identique, on voit un signal plus intense. Mais il y a autre chose là-dedans, et c'est que même si je ne vois pas cette lentille gravitationnelle, même si elle est totalement invisible, je peux voir son effet. Et par son effet, voir qu'elle est là. Et de cette manière-là, on peut regarder des collisions d'amas de galaxies qui se heurtent, et à l'endroit où elles se heurtent, vont chauffer le gaz. Le gaz, dans ces amas de galaxies, va émettre de la lumière dans les rayons X, complètement invisible à nous, mais qui est ici représenté par le rose. Les étoiles que l'on peut voir sont en blanc, et l'image, la distribution de cette matière sombre qui a formé des lentilles gravitationnelles est indiquée en bleu. C'est une image comme si vous preniez une photo, mais les 2/3 de cette image sont complètement artificielles. On va dire rajoutées par-dessus, elles sont là, elles existent. Si on avait les yeux pour le voir, on pourrait les voir. Si on avait les plaques photographiques pour le voir, on pourrait les voir. Mais on ne peut pas le voir directement. Il faut les appareils et les calculs pour les rendre visibles. C'est la preuve, ces zones bleues, que la matière sombre existe. La même chose pour l'énergie sombre, où on peut utiliser des images d'étoiles en explosion, des supernovas, extrêmement lointaines. Vous voyez le petit point rouge là, qui apparaît, qui est tellement loin et qui se déplace presque à la vitesse de la lumière depuis chez nous. On ne devrait pas pouvoir le voir si l'univers était en expansion constante. Or, on le voit parce qu'à cette époque-là, cette étoile lointaine était encore plus proche qu'elle ne devrait être. L'univers est en train de s'accélérer. L'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. Le fait qu'on puisse voir ce petit point rouge est la preuve, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui accélère l'univers qu'on appelle l'énergie sombre. Ni matière sombre, ni énergie sombre ne sont visibles. On ne peut pas les visualiser. Donc c'est important de voir que ce sont des yeux artificiels qui nous permettent d'observer ce qui est caché. Les observables cachés sont rendus visibles grâce à ces technologies, et on infère l'existence d'une présence invisible par l'effet qu'elle a sur ce qui est visible. Et donc c'est un passage à maintenant qui va reprendre ce point. Oui, ça c'est disons, le compte d'un projet qui a vraiment introduit Stéphane avant, qui s'appelle The Hidden Mother. S'appelle comme ça, disons, conventionnellement. On n'est pas sûr que tous les personnages cachés sous cette couverture, c'est des mères, mais par convention, on l'a appelé comme ça, The Hidden Mother. En fait, c'est une collection de 997 images trouvées de photographes anonymes qui ont été réalisées, disons, à partir
du première année depuis la découverte officielle de la photo, donc disons 1840, j'étais intéressée surtout à la partie, à l'époque, disons, où l'on est obligé à aller dans un studio d'un professionnel pour se faire réaliser un portrait. Tous les portraits sont d'enfants et d'enfants seuls. Il y avait comme la nécessité de montrer l'enfant seul devant la caméra. Et cela, probablement, on n'est pas sûr, mais probablement parce que la mortalité infantile à l'époque de 1850 aux États-Unis était autour de 50%. Donc, si vous voyez, les images des enfants ne sont jamais de newborn, enfants nouveau-nés, merci, de nouveau-nés, mais ils ont quelques mois, donc on est autorisé en se sent plus sûr de prendre ces photos. Les temps d'exposition étant longs, il y avait la nécessité que quelqu'un tienne l'enfant. Quand l'adulte pose devant la caméra, à l'époque, il y a une structure, comme une clampe qui tient la tête, et l'adulte sait comment il doit se porter. Il doit rester bien fixe, il ne doit pas sourire. Mais l'enfant ne le sait pas et il faut le tenir, mais il faut se cacher. Donc voilà la raison de ce phénomène visuel très bizarre, qu'en étant répété si, disons, beaucoup de fois, parce que moi, seulement, j'en ai trouvé presque 1000, mais imaginez combien il doit en avoir eu seulement dans la East Coast américaine. Donc, c'est plutôt, je dirais, une utilisation culturelle de la figure humaine qui est due à notre limitation de la caméra, le temps d'exposition. Un ami historien de l'art, un jour, m'a montré cette Madonna, Shrine Madonna, qui est logée au Metropolitan Museum of Art à New York. La Madonna se montre en deux positions, fermée et ouverte. Si on la voit ouverte, on voit les symboles de la Sacrée Trinité. Si on la voit fermée, on la voit en tenant son enfant dans les bras. Et on sait qu'elle cache les symboles de la Sacrée Trinité, mais il faut le croire. Si on la voit fermée, il faut avoir confiance que, en effet, ces symboles sont dans elle. Disons que ces figures nous racontent que la photographie, comme médium de représentation, est toujours dans une relation de dépendance entre ce que l'on voit et ce qui est caché. Et ici, même ce qui est caché est visible. Et donc, c'est quelque chose de très, très intéressant du point de vue anthropologique aussi. Geoffrey Batchen, qui est un historien de la photo et qui se relationne beaucoup aussi avec le contemporain, m'a conté une histoire très intéressante sur une tribu australienne du désert du Tanami, qui s'appelle Yuendumu. Les Yuendumu ont, disons, un rituel qui a la tendance à, disons, dénier le nom d'un membre de la tribu qui vient de mourir. Donc, quelqu'un qui meurt dans la tribu est comme effacé de la culture verbale de la tribu. Tu es mort et ton nom ne sera plus prononcé.
Alors, un anthropologiste qui s'appelait Eric Michaels a tourné un documentaire sur un rituel du feu dans la tribu Yuendumu. Et il a montré le documentaire 3 ans après, en faisant participer beaucoup de membres de la tribu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des membres de la tribu qui étaient morts au milieu. Et comment se rapporter à la figure visible de quelqu'un qui était dénié verbalement après sa mort. Alors, il y a eu une réunion qui a duré 3 jours entre les membres, disons, les chefs des Yuendumu. Et la décision finale qui avait été prise, c'était on ne les voit pas, ils sont là, mais on ne les voit pas. Ça, c'est notre décision. Et je pense qu'il y avait une relation similaire entre la famille qui ordonnait la photo des enfants et le photographe à cette époque. Il y a cette figure cachée, mais je ne la vois pas. Je décide de ne pas la voir parce que c'est mieux comme ça. Ça, c'est la photo de l'installation finale. C'était juste pour vous montrer la quantité d'exemplaires trouvés, qui est, disons, comme je disais, indicatif d'une façon de voir la figure humaine dans une certaine période culturelle. Et pour moi, la chose qui est très intéressante, c'est que la photographie, comme moyen de représentation, est toujours soumise à des limitations techniques. Mais en même temps, elle raconte beaucoup de choses qui sont partie de l'époque où la photo a été prise. Je passe encore la parole à Michael. Et maintenant, on arrive à l'antimatière et ça va nous permettre de parler de temporalité, de dimensionnalité et de l'absence du référent dans les images d'antimatière. Et donc, avant de parler de ça, je veux juste rapidement dire 2 mots sur ce qu'est l'antimatière. C'est en fait la condensation de l'énergie. Chaque fois qu'on condense de l'énergie, elle se transforme en masse, en particules, mais pas en une particule, toujours en 2. Une particule et son antiparticule. Il y a 2 particules qui sont formées, qui se complètent mutuellement, et qui ont les mêmes propriétés, sauf que l'une est faite de matière et l'autre antimatière. L'une est chargée de manière opposée à l'autre. Et si tel est le cas, ça veut dire que les propriétés sont identiques. Et les propriétés identiques veulent dire qu'elles sont toujours produites par paire et s'anéantissent par paire. On peut faire tourner ce processus à la paire, dans l'autre sens, retransformer particule en énergie. Et la conséquence de tout ça, c'est que si on se remet au moment du Big Bang, il a dû y avoir formation en quantité égale de matière et d'antimatière. Donc la moitié de l'univers doit être faite de matière, l'autre d'antimatière, avec des propriétés identiques, et elles émettent de la même manière la lumière, sauf que si elles se rencontrent, elles vont s'anéantir mutuellement. Et donc on va chercher cette antimatière dans les images de l'univers. Et la manière de le faire, c'est de regarder comme dans les tomographes et émissions de positons, les endroits où matière et antimatière s'anéantissent et produisent de la lumière, une lumière particulière, une lumière bleue, très très bleue, mais bleue néanmoins. Et je peux regarder dans les télescopes non seulement ce que je vois de l'univers, mais aussi chercher cette couleur particulière en mettant un filtre devant le télescope que j'utilise. Et si je fais ça, l'image que j'obtiens, qui est aussi une photo, c'est l'image de l'univers en antimatière. Et ce que l'on voit, c'est que le seul endroit où il y a de l'antimatière dans l'univers, c'est le centre de notre galaxie. Ça correspond à peu près à 3 soleils d'équivalence d'antimatière qui sont détruits depuis le début des temps, dont on ne sait pas à l'origine, dont on ne sait pas pourquoi cette antimatière est là, mais qui ne correspond pas à l'antimatière que nous cherchons, parce qu'elle ne correspond qu'à 3 soleils, pas à 50 milliards de soleils. Notre galaxie correspond à 100 milliards de soleils, donc la moitié de l'antimatière. Toute cette antimatière
Elle est invisible, elle a disparu, ou elle est invisible, mais elle devrait être ni l'un ni l'autre. Donc on va essayer de comprendre pourquoi l'univers ne contient plus d'antimatière. Pourquoi tout ce qu'on voit de l'univers, c'est la partie de matière. Et l'idée derrière ça, c'est d'essayer de voir si on peut trouver une différence entre ce qui fait l'antimatière et ce qui fait la matière, ce qui sont les propriétés des deux. Alors, soit on peut regarder la lumière émise par l'antimatière et la lumière émise par la matière, et voir si on trouve une différence, ou alors on peut essayer de trouver des différences de comportement entre les deux, par exemple en laissant tomber une pomme et une antipomme, et en essayant de voir si on peut voir que l'une tombe plus rapidement que l'autre, ou que l'une tombe vers le haut. Et donc il y a un certain nombre d'expériences qui se font au CERN pour essayer, surtout pour la gravitation, de voir s'il y a une différence. Et là, il y a simplement deux approches. Il y a l'approche de prendre une pomme et une antipomme, de la mettre en haut de la tour de Pise et de les laisser tomber, comme Galilée l'a fait avec une boule de métal et une boule de bois. Ou alors de tirer des boulets de canon, cette antimatière, et de voir si elles suivent une parabole, une trajectoire parabolique. Et c'est cette expérience-là que nous essayons de mener, former des boulets d'antimatière, les lancer à travers un appareil qui est ici. Vous voyez le canon en bas à droite. Ce n'est pas vraiment un canon, c'est un petit tube comme une taille. Et dans ce tube-là, on va former des atomes d'antimatière qu'on va lancer à droite et qui, quand elles sont sur leur lancée, vont soit voler de manière droite s'il n'y a pas de gravitation et vont former, parce qu'elles vont traverser un grillage, des zones d'ombre ou des zones de signal, soit, à cause de la gravitation, vont tomber légèrement d'un dixième, d'un centième de millimètre, et au moment où elles heurtent ce détecteur, vont laisser un signal. Parce que ce signal est si petit, et parce qu'il nous faut un grand nombre d'atomes, de boulets de canon faits d'antimatière pour arriver à cette surface, il nous faut un appareil qui puisse reconstruire des images avec une précision d'un millième de millimètre, un micron. Le meilleur appareil pour nous, ce sont des plaques photographiques. Les plaques photographiques sont tout à fait à même de détecter le point d'impact de l'antimatière. Voici une preuve, c'est l'image, la première image qui a été produite de la production d'antiprotons d'antimatière, et où on voit l'antiproton arriver à travers la plaque photographique, voler sur un demi-millimètre avant de s'arrêter, et au moment où il s'arrête, il s'anéantit avec un noyau d'argent. Il éclate le noyau d'argent, et les fragments de ce noyau d'argent vont aussi traverser la plaque photographique, laissant également des traces noires dans la zone qu'elles ont traversée. Alors ça, c'est l'image qui a été faite en 1953, je crois, 56, par Goldhaber. Et ça, c'est une image beaucoup plus récente de notre expérience, avec des plaques photographiques bien plus performantes que ce qui était possible d'avoir à l'époque, mais où vous voyez aussi 1, 2, 3, 4 endroits où un antiproton vient heurter la plaque photographique et s'anéantir. On voit ces petites étoiles. Alors ça, c'est juste une image, comme vous la connaissez, c'est une image deux-dimensionnelle vue par le haut. Mais en fait, la plaque photographique ici, que nous utilisons, est une plaque qui a, au lieu d'avoir 2 microns d'épaisseur, les plaques normales, à 150 microns d'épaisseur. Et donc, on peut imaginer que cette image a de la profondeur. On va passer cette image à travers un microscope, couche par couche, micron par micron, et pour chaque micron, focaliser sur ce qui est net à cette distance-là. Et ce qu'il en sort à ce moment-là, ce n'est pas une image deux-dimensionnelle, c'est une image trois-dimensionnelle. J'ai un film en passant le microscope à travers cette plaque photographique, et dans chaque plan, j'ai une partie qui est nette et qui correspond au passage de la particule dans ce plan-là. Et donc, on va avoir une sorte de film transformer une plaque photographique en une plaque en mouvement par le passage du microscope. Et on va pouvoir utiliser cette image-là pour la transformer en un objet trois-dimensionnel en faisant tourner cette image sur elle-même en 3D. Et donc vous voyez pour la première fois une plaque photographique, une image photographique trois-dimensionnelle. Tout cela est à peu près 150 microns, donc un sixième de millimètre d'épaisseur, et les lignes font un millième, voire un dix-millième
de millimètres d'épaisseur. Chaque point est extrêmement petit, mais à cause de la granularité du film, on peut voir toute cette structure très fine. Là, c'est la même image qu'auparavant. Vous voyez des annihilations dans chaque point, mais pour l'expérience, pour que l'expérience fonctionne, nous devons séparer la plaque photographique de l'endroit où nous formons nos boulets d'antimatière. Il faut un vide extrêmement poussé pour former ces atomes, et donc nous ne pouvons pas mettre la plaque photographique dans le même vide que l'endroit où nous formons les atomes. Nous devons séparer les deux par une feuille, et donc les atomes d'antimatière ne vont pas s'anéantir dans la plaque, ils vont s'anéantir dans une feuille devant cette plaque. Et donc au lieu de voir ce que vous voyez avant, vous voyez ça. Ça c'est l'image, la photo que nous allons voir, où on voit difficilement à l'œil nu, donc je vais vous aider un tout petit peu à reconstruire le point d'où viennent ces traces, ces lignes, qui viennent tous d'un point, c'est un antiproton, un atome qui s'est anéanti devant la plaque photographique, et ce qui nous intéresse, c'est ce point-là, c'est ce point d'où viennent toutes ces traces, avec une précision de l'ordre du micromètre. Donc ce que l'on voit réellement, c'est ça, c'est l'endroit où l'anéantissement a eu lieu, à partir de cette image-là. Maintenant que je vous ai montré, vous avez encore l'image dans votre tête. Vous voyez ce petit rond jaune qui vous permet de visualiser exactement où se trouve le point d'anéantissement. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer là, c'est un certain nombre d'éléments qui vont avoir avec des aspects intéressants de la photographie. La première chose, c'est la temporalité. Dans une image classique, vous allez accumuler des photons. Vous avez un temps d'exposition d'un millième de seconde. Il va y avoir des photons d'une couche d'à peu près 3000 km, parce que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, donc en un millième de seconde, elle parcourt 3000 km. Toute cette couche de photons va venir s'aplatir sur l'image, s'accumuler pendant une milliseconde des photons qui proviennent jusqu'à 3000 km de distance. Alors que ce que je vous ai montré avec l'anéantissement, c'est un autre modèle de temporalité. L'anéantissement est instantané. La plaque est exposée dans un temps plus court que ce qu'il faut à la lumière pour la parcourir. Les particules que vous avez vues se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la vitesse de la lumière dans la plaque photographique, parce que la lumière ralentit dans la matière. Et donc, l'exposition a eu lieu en moins de temps qu'il faut à la lumière pour parcourir la plaque d'un sixième de millimètre. C'est un instantané, un vrai instantané. C'est un temps gelé, en fait. La deuxième chose, c'est la spatialité. Donc, vous aplatissez ce grand volume sur ce petit volume, sur cette petite surface, dans une photographie classique, alors que là, vous avez une structure trois-dimensionnelle dans le plan lui-même. Au lieu de prendre de l'espace et de l'aplatir, on va prendre l'aplati et l'étendre dans l'espace. La matérialité est un autre point important, et en fait c'est ça qui nous a amené à collaborer, c'est le mot lui-même qui a été inventé par Hercule Florence, j'allais dire Hercule Phos et Graphos pour le nom photographie. C'est un dessin par la lumière ou avec la lumière sur un support photographique, et les photos sont absorbées. La plaque photographique prend en quelque sorte l'empreinte, la mémoire des objets grâce aux photons qui vont être conservés à l'intérieur de la plaque photographique sous forme de grains exposés. Ici, c'est une immatérialité, c'est le contraire de ce que nous faisons avec la photo, parce que l'objet que j'essaie de photographier, cette particule d'antimatière, disparaît au moment même du contact avec la plaque. Donc les traces que je vois, ce ne sont pas des objets qui proviennent directement de l'antimatière, ce sont des mémoires de la disparition de cet objet-là. Et les particules ne sont pas absorbées par la plaque, comme le cas de la lumière, elles traversent la plaque, elles s'évanouissent, elles s'en vont, elles traversent la plaque, laissant des traces derrière elles, mais sans faire partie de la plaque par la suite. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est justement l'absence de l'objet photographié qui disparaît au moment de la photographie. Vous ne voyez pas l'antimatière elle-même, mais vous voyez son absence. Et donc, le référent lui-même, qui est toujours ce qui est photographié, normalement, n'est pas là. Tout ce qui reste, c'est l'inférence au référent.
Et avec ça, on va repasser. Oui, pour vous parler un peu de temporalité, je vous expose un projet de Sarah Chatsworth, des styles de 1880, qui ont mené pour moi à une autre recherche. C'est des photos qu'elle avait agrandies, qui étaient publiées dans des quotidiens nationaux américains. Comme vous voyez, c'est des personnes qui se lancent dans le vide. Et les photographes, ils avaient choisi, disons, le moment de la chute, en choisissant un moment, disons, poétique qui raconte l'histoire, mais qui n'est pas nécessairement le moment le plus dramatique du corps qui s'est déjà écrasé sur le sol. C'est clair que là, bon, on ne sait pas s'il y a peut-être un réseau en bas, ou s'il y a seulement la route qui tient l'impact avec l'être humain. Mais de toute façon, j'ai commencé à me demander quelle était la position du photographe qui a pris ces photos. Parce que c'est clair, vous pouvez l'imaginer, c'est pas quelqu'un qui passait de là, il a soulevé la caméra et il a fait clic. C'est quelqu'un qui s'est placé, qui a attendu, qui a eu de la patience. Et il a finalement eu son prix, disons, quand la personne a sauté. C'est avec du cynisme que sûrement ces photos ont été présentées au quotidien. Une photo très célèbre de ce genre, vous la connaissez tous très bien, c'est une photo prise par Richard Drew, un photographe de reportage qui s'est trouvé à Ground Zero le jour de la chute des Twin Towers en 2001. Alors j'ai commencé à faire recherche sur toutes les clics qui avaient été, disons, effacés des archives, c'est-à-dire les clics de l'attente du photographe. Et j'en ai trouvé beaucoup. Il m'intéressait beaucoup pour l'aspect disons, une autre limitation qui concerne la photographie, celle la limitation, disons, temporelle d'un côté et narratif d'un autre. Ce regard du garçon vers le bas nous indique qu'il est là, il attend, mais il ne nous indique pas si à la fin il s'est jeté, s'il est mort. S'il est mort dans cette circonstance-là, on ne sait pas ce qu'il est passé. Donc, dans ce cas, cette photo ne raconte rien du tout de l'histoire dramatique de ce garçon. Elle ne raconte pas du temps psychologique et du temps réel qu'il a employé sur cette fenêtre. Et comme cette photo-là, j'en ai trouvé beaucoup, je disais, il y a une séquence qui était très intéressante qui regarde un jeune qui s'appelle John Ward. C'est 1838 à New York. Ce garçon de 26 ans s'est lancé dans le vide après une attente de 14 heures sur cette fenêtre du Golden Hotel à New York. C'était le cas du premier suicide filmé dans l'histoire, disons, du médium photo cinématographique. Les gens s'étaient recueillis, 5000 personnes s'étaient recueillies en bas de la place du Golden Hotel et faisaient de... Parier sur le destin du garçon.
Et donc, il y a une disons, un épilogue très dramatique, avant duquel, apparemment, il a prononcé la phrase I cannot disappoint them now. Donc, comme vous voyez ici, la prise de vue nous montre clairement que les photographes ont eu le temps de monter sur un édifice, sur un édifice qui était en face, parallèlement à la fenêtre du Gotham Hotel où John Ward était, qui s'était pris le temps de placer la caméra, d'utiliser un télescope. Et ici, les photos nous montrent des moments très dramatiques, mais encore, ce n'est pas le choix final du photographe. Aussi, dans ce cas, le choix, c'était le choix du vol de la chute. Donc, voilà une autre limite, la limite narrative. On ne sait pas vraiment, en regardant certaines photos, en fait, presque toutes les photos, on ne sait pas ce qu'elles racontent vraiment. Et l'autre aspect est l'aspect temporal que Michael vient de traiter d'une façon vraiment antithétique à celle qu'on connaît de la photographie analogique normalement. Et voilà qu'on arrive à raconter un peu l'expérience qu'on a fait ensemble, une expérience un peu bizarre. Peut-être que tu peux l'introduire. Oui, donc l'idée c'était de voir si on pouvait photographier ensemble avec des plaques fabriquées par l'INA d'antimatière. Pas par des plaques que nous utilisons dans l'expérience, mais par un accès plus artisanal, plus léger, en sachant que le degré de pénétration des particules, des antiparticules que nous utilisons dans la matière est d'environ 150 microns. Et donc, le challenge, le défi pour elle, c'était de produire une émulsion qui soit suffisamment épaisse pour que les antiparticules que nous avions à disposition pour cette expérience puissent pénétrer, s'arrêter et produire à l'intérieur de cette plaque photographique des images que vous avez vues en surface. Donc des étoiles en quelque sorte à l'intérieur des plaques photographiques. Et donc on a fait des recherches des deux côtés. Elle, de son côté, construire ces plaques, moi de mon côté pour essayer de les placer, de trouver le moment. Et tout cela a été fait l'année dernière, dans les dernières heures de disponibilité des antiprotons au CERN, avant que le CERN s'arrête pendant 2 ans pour une modification du système des accélérateurs. Nous avions essentiellement 1 ou 2 jours à la fin de l'année pour faire cette expérience. Mais pendant toute l'expérience, toute l'année, nous ne savions pas si c'était possible de trouver ce moment, de trouver les plaques, de trouver la structure, de trouver un moyen de fabriquer une émission aussi épaisse. Oui, finalement, on communiquait beaucoup pour... moi, j'avais beaucoup de questions, vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas un chimiste, ni pas du tout un scientifique, donc j'ai eu beaucoup de peine pour fabriquer une émission si épaisse. Mais la chose que je voulais faire, c'était fabriquer une émission avec, disons, une proto-recette, la recette qui avait été fournie par Hercule Florence, un des découvreurs de la photographie que je me suis trouvée à étudier à partir de 2012. Il a disons, découvert la photographie en même temps qu'elle a été découverte en Europe, mais il se trouvait au Brésil. Donc pour ça, il a été, disons, coupé de l'histoire officielle de la photographie. Donc l'émission photographique qu'on a utilisée pour cette expérience est vraiment très simple. Et la difficulté, c'était de la rendre épaisse et de la rendre confiable, disons. La chose qui m'avait frappé beaucoup dans la recherche de Michael, c'était que, comme je le disais avant, on utilise encore le nitrate d'argent
pour faire une recherche qui est l'avant-garde pure de la science. Donc, si vous voyez comment on a fabriqué l'émulsion, vous allez rire parce que ça a l'air vraiment, disons, domestique. Et jusqu'au final, on n'avait pas la certitude que l'épaisseur était suffisante, que l'émulsion était suffisamment sensible et que la technologie allait être disponible. Finalement, j'ai envoyé les plaques à Michael et voilà la caméra. Et on reçu les plaques évidemment emballées dans une feuille d'aluminium pour éviter tout passage de la lumière. Il fallait calculer l'épaisseur de la feuille d'aluminium. Donc, Linda a mesuré ça avec le micromètre que je lui ai envoyé. Emballer tout ça dans une boîte, sortir peut-être des feuilles. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est là où il y a la flèche, c'est une petite feuille de verre sur laquelle elle avait déposé une émulsion de 150-200 microns, au-dessus de laquelle il y a une feuille d'aluminium. Les antiprotons sortent de la gauche, passent par cette petite fenêtre bombée et rentrent directement dans la feuille et s'y arrêtent, dans le meilleur des cas. Et donc, d'une certaine manière, j'ai pris les antiprotons qui sont produits au CERN et au lieu de les mettre dans mon expérience, qui se trouve à droite, je les ai arrêtés ici dans la plaque photographique pendant quelques minutes, quelques heures. Et comme on n'avait pas le temps de faire plus, j'ai mis des autres boîtes dans d'autres zones de l'appareil pour essayer de voir d'autres endroits, pas les antiprotons, mais d'autres particules qui traversent ces plaques. Donc il y a une boîte à droite, là, il y a une autre flèche, où des particules vont traverser. Et si vous regardez bien, vous voyez des dessins de flèches par-dessus la boîte en carton. C'est la direction, je vais peut-être indiquer ici. Vous voyez des flèches qui sont indiquées, qui sont la direction des particules que je m'attends à produire à l'intérieur de cet appareil et qui reviennent en arrière traverser ces feuilles. Et toutes ces feuilles exposées en quelques heures, je les ai ramenées et envoyées à Linda, qui les a ensuite essayé de trouver un moyen de les développer. Les techniques traditionnelles de développement demandent des feuilles très fines. Là, on parle de 150-200 microns. Oui, donc en effet, on a fait ça tout doucement parce qu'on avait peur. Imaginez, la plaque est couverte en gélatine et la gélatine est très épaisse, donc on avait peur de la mouiller et de la rendre comme un tissu, ce qui était très possible. Donc on en a fait une à la fois. Et le résultat final, donc la première fois qu'on a vu quelque chose, c'était ça. Alors voilà, vous voyez grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, et il faut maintenant la regarder, on a la plaque ici, Linda l'a portée aujourd'hui avec elle. Ce que vous voyez, le seul élément important dans cette image, c'est la tache noire au centre, qui correspond au passage de particules d'antiprotons à travers la feuille. Peut-être elle était trop fine pour les arrêter. En tout cas, il faut qu'on la regarde sous microscope. Ce qu'on avait montré il y a 2 mois, 3 mois à la conférence Confluence à Lyon, c'était encore un test, un échantillon test où on ne voyait rien. Cette plaque-là, probablement, a enregistré le passage d'antiprotons. L'analyse n'est pas encore terminée, il faut qu'on regarde sous microscope, mais peut-être que cette image-là montre qu'on a réussi. Et vous ne pouvez pas imaginer l'excitation qu'on a trouvée en voyant une tache noire au milieu d'une plaque blanche. Oui. Bon, juste pour conclure, le thème, disons, de notre collaboration, c'est un peu l'imagination. Pardonnez-moi le jeu de mots, l'imagination de l'image. C'est-à-dire, la vraie image se forme dans la tête, beaucoup dans le travail de Michael, mais si vous voulez, il y a des cas où ça marche aussi pour les êtres humains. Je me suis
occupé aussi récemment de l'imaginaire des personnes aveugles. Là, vous voyez une expérience qui avait été très utilisée au siècle XIX pour aider les aveugles à s'imaginer les phénomènes de la nature, la flore, la faune. Ici, un sens, celui du tact, aide à la compréhension des formes, quand un autre sens, celui de la vue, vient à manquer. Mais qu'est-ce qui se passe quand des personnes aveugles vont chez un photographe et demandent d'être photographiées pour avoir un portrait? Qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas ce que c'est une image photographique? Bon, j'ai été obsessionnée par cette photo très bizarre pendant des années. Comme vous voyez, elle s'appelle Blind Brazilians, comme si la nationalité elle pouvait être liée à cette condition. Bon, tous sont conscients d'être photographiés et de poser devant un photographe. On ne sait pas quel est le niveau de conscience du résultat final de cette image pour ces personnes. Et c'était comme ça que je voulais conclure avec Michael pour reprendre le concept dans l'image qu'il a déjà montrée. La vraie image dans la tête. Donc à la fin, tout ce qui reste, c'est ça. Merci pour